Pourquoi là? Alors, L'élimination, enfin la réduction de ton père? non. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 mai C'est ça. 2017. Il est 14h36. C'est pas un Donc, tribunal quand même, c'est pas une non. interrogation. Normalement, on aurait dû enchaîner sur l'école Oui, et notamment la 6e. ah oui. On était rendu à la 6e, mais on va faire une petite parenthèse sur l'excommunication. L'excommunication de Jean-Paul Le Guillou et d'André Dachard. Entre quelle date et quelle date? Eh ben, entre septembre 1970 et décembre 1971. Donc pendant cette période-là, vous avez été On a excommunié. été excommuniés parce que ton père n'était pas en situation régulière dans l'église, étant donné qu'il avait renié sa... Enfin, renié, c'est pas renié, c'est abandonné, si tu veux, sa promesse de célibat. Voilà. Il a abandonné sa promesse de célibat, donc on était en état, on était excommuniés pour ça. D'accord. On a vécu l'excommunication à Saint-Calais. Voilà. Mais voilà, c'est tout, quoi. Sinon, à Saint-Calais, c'était assez marrant comme situation, parce que ton père donc n'avait pas dit qui il était. Il enseignait au collège, donc, mais il n'avait pas dit au clergé qui il était. Et il y avait des réunions autour de la Bible, etc., etc. Et le vicaire, un des vicaires qui s'appelait Bélanger, avait dit, mais ce type-là, il en sait beaucoup plus que nous, on est bien embêtés quand il vient aux réunions, parce que c'est lui qui explique, quoi, mais il ne savait pas qui était ton père. Bon. Et alors, après, quand on a pratiqué, mais on n'allait pas à la communion, mais on pratiquait à chacun son tour, puisque tu étais né, toi après tu es né, donc on a pratiqué, moi j'y allais le soir et ton père y allait le matin. Et puis alors un jour... Vous alliez à la messe? On allait à la messe, voilà. Puis alors un jour, le curé a dit à ton père qu'il était au courant, parce que la directrice de l'école libre de Saint-Calais était quelqu'un de Plé-et-Del, à côté de Lanlou. Elle connaissait ton père. Et ton père ne l'avait pas repéré. Ah oui. Ton père ne l'avait pas repéré, mais c'est elle qui a dit au curé, mais ce type-là, moi je le connais, il était curé de Lanlou. Alors donc le curé de Saint-Calais, qui s'appelait Chartier, je crois, a dit à ton père qu'il était au courant par cette religieuse. Mais il y avait deux religieuses qui devaient être du coin, hein, mais c'est la directrice qui était, je ne sais pas comment elle s'appelait, je crois que j'ai jamais su. Et la directrice qui était du coin, mais moi quand je la rencontrais en te promenant et tout, elle a jamais manifesté quoi que ce soit, elle venait me parler, elle te regardait, tout ça quoi, elle n'a jamais manifesté de recul ou de tout ça, non, elle a tout à fait... Et alors après, il y avait un deuxième vicaire, alors, qui s'appelait Jeudi, et qui venait nous voir à la maison. Quand la situation, si tu veux, a été éclaircie, quand ils ont su, puisqu'ils étaient trois, il y avait un curé et deux vicaires, quand ils ont su qui était ton père, les deux vicaires ont été beaucoup plus ouverts que le curé. Alors moi, j'allais aux réunions de baptême, et puis le dernier jour, enfin la dernière réunion, il m'a dit, je voudrais vous voir en particulier. Alors il m'a dit, étant donné votre situation, on ne peut pas baptiser votre enfant à l'église, donc il sera baptisé à la chapelle de l'hôpital. Moi je l'aurais giflé. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai dit, ce type-là, c'est pas difficile, il peut crever à mes pieds, je ne le relèverai pas. Et quand on est parti, ton père est allé lui dire au revoir, mais moi j'ai dit, moi je n'irai pas. Là tu peux être sûr, je n'irai pas. Et donc, c'est pour ça que tu as été baptisé à la chapelle de l'hôpital de Saint-Calais, et pendant tout le temps de la messe, tu as braillé. Voilà.
Et Parce que c'était mon heure de parce que braillage. c'était ton heure de braillage. Voilà, c'était l'heure pendant les 3 heures pendant lesquelles tu braillais, et il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de solution. Moi, j'ai tout essayé, de te promener, de te prendre dans mes bras, de te chanter des chansons. Ça n'avait aucun effet. C'était ton temps de détente. Oui, d'angoisse, je sais pas. Voilà. Ouais. Et alors, ton père a été voir pour être sûr, pour être sûr qu'il était donc réduit, à l'époque on disait réduit à l'état laïque. Il a été convoqué par l'évêque du Mans, qui était Monseigneur Alix, et qui lui a dit, voilà, j'ai reçu ce qu'on appelait le rescrit, et vous êtes donc à l'état laïque, vous pouvez être marié religieusement. Et voilà. Mais je te dis, Alix lui a dit, je ne vous montrerai pas le rescrit parce que les termes sont excessivement, je ne sais plus le terme, alors violent, disons, en gros, quoi. Hein, c'est violent entre guillemets parce que... Humiliant, quoi. Voilà, humiliant. Voilà. Et alors, à partir de là, c'est ton père qui a fait toutes les démarches. Là, il est allé voir le curé, demander. Alors, comme on ne pouvait pas être marié à l'église, on a été mariés dans la salle de séjour chez nous à Saint-Calais, sans témoin, avec le curé qui était le témoin de notre mariage, nous deux, et toi qui étais en train de dormir. Moi, dans mon berceau. Voilà, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a été donc, on a reparticipé à l'Eucharistie. Ça devait être à Noël, Noël donc 71. À peu près, quoi. C'était à l'époque de Noël, mais ton père a les dates exactes. Moi, je crois que on a dû se marier religieusement le 23 ou le 22 décembre, quelque chose comme ça. Et donc, c'était à Saint-Calais. C'était à Saint-Calais. Donc, si je cherche sur les registres paroissiaux... En principe, c'est inscrit, mais on n'a pas eu de livret comme quoi on était mariés religieusement à Saint-Calais. Parce que quand on est arrivé à Angers, le père Dima, qui était donc chargé de ceux qui avaient quitté, qui était un type super. Hein, bon. Oui, je me souviens du père Dima. Tu te rappelles le père Dima, qui était vraiment un type très ouvert et tout. Et il a dit il faut qu'on lui fasse quand même un livret de famille religieux, comme quoi il est. Alors je ne sais pas s'il y en a un, je ne sais pas où il est. Il est peut-être dans les papiers de ton père, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si ça a été fait, mais je sais que le père Dima voulait il disait il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas un livret de famille religieuse. Prouvant que vous avez été marié à l'église, voilà. Mais ça, moi je ne sais, je ne l'ai jamais vu. Et après, alors ton père, évidemment, il avait enseigné à Saint-Calais, après, tu sais son histoire puisqu'il la raconte, et quand on est arrivé, il a dit, moi je ne veux pas rester comme ça, à pas savoir où je vais retourner je vais essayer de rentrer dans l'enseignement libre. Et alors c'est le père Dima qui est intervenu auprès du père Pateau, qui était supérieur à l'époque de Combré. Donc le père Pateau était tout à fait au courant de la situation de ton père, et il l'a pris comme prof à Combré. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Anjou. Moi, je suis restée dans la Sarthe en attendant. Après, j'ai demandé mon exéa et l'INEA, et on est arrivé en Anjou. Comme ça. Tu dis quoi comme mot? L'exéa, c'est-à-dire sortir de la Sarthe, l'autorisation de sortir de la Sarthe, et l'INEA d'être intégré en Maine-et-Loire. Mais c'est une demande de mutation, en fait. Ah oui, c'est une demande de mutation, mais il faut que les académies se mettent d'accord. Si tu veux, il faut avoir une raison valable. Bon, alors la raison valable, c'était que ton père enseignait en Maine-et-Loire, donc il n'y avait pas de raison de ne pas donner l'autorisation, parce que pour certaines académies, c'était difficile, parce que quand il manquait d'instit, il tenait à les garder. Ouais. Voilà, tu comprends? Ben, et puis pour aller dans des départements pléthoriques, les autres ne voulaient pas les accueillir parce qu'ils disaient on en a déjà assez. Moi j'ai une collègue à Angers, elle était directrice de l'école maternelle, elle s'est mariée avec un type des Pyrénées, orientales ou je ne sais pas, elle a fait des Pyrénées, elle a été suppléante, elle n'a jamais pu avoir son...
Elle n'a pas eu son INERA tout de suite. Elle n'a pas été intégrée tout de suite, on l'a prise comme suppléante. Et moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Pas eu de problème. Et pour finir sur ce sujet, temporairement, donc toi, au départ, tu étais à Nemours. Oui. Et donc, il a fallu que tu quittes aussi cette académie. Alors moi, je ne l'ai pas quitté tout de suite, parce que j'ai été à Montlignon, là-bas, au nord de Paris, pendant 1 an. Et après, j'ai demandé mon intégration dans la Sarthe. Seulement, comme la Seine-et-Marne était très demandée, sans doute, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que, alors, pour qu'on comprenne bien l'enchaînement chronologique, Oui. quand est-ce que tu as... Alors, tu as demandé un stage quelque part, c'est ça, c'est ça. Mais quand Ah bah, je l'ai demandé, ça devait être fin juin, début juillet, quoi. Quand ton père a dit, en 1970. Parce que quand ton père a dit, on va se marier, quoi. Donc, à la fin de l'année scolaire 1970. Voilà, 70, j'ai demandé à faire ce stage pour les enseigner dans les classes qu'on appelait de transition. C'était le 6e de transition et 6e d'enfants en difficulté. D'accord. Et parce que la perspective, c'était quoi? Quelle était la perspective de ce stage? La perspective, c'était de quitter Nemours. Oui, ça c'était le court terme. Oui, mais quitter Nemours le plus vite possible, en fait. Exactement. Oui. C'était pouvoir quitter Nemours pour éviter les histoires. Oui, les histoires. Voilà, pour éviter les papotages, les condamnations, les rejets, tout ce que tu veux. Hein. Bon. Donc c'était pour ça. Oui. Et puis après, bon, alors après tu enseignais en 6e. Et alors le stage, il a duré de 1 an. Donc de septembre. C'est ça, jusqu'à juin, mais moi, comme j'ai accouché au mois de mars, c'était foutu. Donc, à partir de septembre 70, tu fais le stage. Oui. Tu accouches en mars de moi. Ouais, et j'ai pas repris le stage. D'accord. Mais entre-temps, tu as demandé une mutation. Oui, c'est ça. Dans une autre académie. Voilà, dans l'académie où ton père avait obtenu un poste, c'est-à-dire dans la Sarthe. Oui. Voilà. Donc lui, il était à Saint-Calais. Oui, à Saint-Calais, et donc cette mutation, tu l'as obtenue facilement. Oui. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour la Seine-et-Marne. Oui, sans doute. Oui, à la Sarthe, il y avait sans doute pas. Il y a moins de demandes pour la Sarthe. Voilà. Okay, et puis quand même, quand c'était pour suivre son mari, il y avait priorité. C'est-à-dire que, bon, si c'était par fantaisie que tu voulais changer de département, il y avait peut-être un peu plus de difficultés. Mais quand c'était pour suivre, pour reformer le couple, en principe, il n'y avait pas de gros problèmes. Sauf dans vraiment les... Et... Attends, parce que j'avais une question... Mince, ça m'échappe. Parce que papa, il a été nommé quand à Saint-Calais? Bah, il a été nommé... il a été nommé en 62. Bah, il a été nommé en 70. Oui, mais pour la rentrée de 70. Voilà, en fait, pour la rentrée de 70. D'accord, donc toi, tu étais à Montlignon, ouais, c'est ça, c'est logique. C'est ça. Montlignon, c'est dans quel département? C'est dans... C'est du côté de Chantilly-Dormont. Donc c'est le nord. Aujourd'hui, ça serait la Seine-Saint-Denis. Ah, alors c'est bien possible. Ouais. Et... Ah oui, donc c'est loin de la Sarthe, quand même. Ah bah oui, c'est loin de la Sarthe. Alors là, tu penses c'est loin de la Sarthe, alors? Moi, je prenais le train en pleine nuit, au Mans, parce qu'il fallait qu'il me conduise au Mans. Il me conduisait au Mans pour prendre le train en pleine nuit. Au début, j'ai fait en voiture. Oui. Je suis allée, je partais de bonne heure, j'allais en voiture là-bas, je revenais le vendredi soir en voiture. Et tu couchais où? Ah ben, on était pensionnaires, hein, ceux qui faisaient le stage, dans une grande maison à Montlignon, là-bas, un grand parc, une maison genre manoir, tu vois. Et chacun avait sa chambre? Oui, chacun avait sa chambre. Et le week-end, tu revenais? Le week-end, je revenais, mais alors après, comme j'étais enceinte,
Après, ton père a dit, tu peux pas faire des trucs en voiture comme ça continuellement. Ben alors, il m'emmenait à la gare du Mans. Je prenais le train au Mans, je traversais Paris par le métro, je prenais le train à la gare du Nord, je crois. Ouest, Nord plutôt, je crois que c'est plutôt Nord. À la gare du Nord. Et oui, puis gare du Nord, normalement. Et puis j'allais à Montlignon, et puis j'arrivais à pied au boulot. Bon, je partais à 3 h du matin du Mans. Puis un jour, ton père a dit, bah, t'as qu'à ne pas aller au boulot le lundi matin, alors j'ai pris plus tard. J'allais pas à leurs cours. Oh ben c'était des cours à la gomme alors. Oui, t'as pas idée de ce que c'était. Oui, comme aujourd'hui, quoi. Non, mais tu n'as pas idée de ce que c'était que ces cours-là. Ils avaient mis là des profs qui avaient tous des problèmes psychologiques. Oui, d'accord. Donc t'as séché. Oh, absolument. Tu séchais le lundi matin. Séché le lundi matin. Un peu comme Nolwenn qui sèche aujourd'hui les cours des profs dépressifs qui servent à rien, quoi. Ouais. Ah non, mais je t'assure que c'était une accumulation de tarés. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui il a abandonné. Lui, il a dit, c'est complètement fou, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Hein. Et je dis, je recommence, je vais continuer en primaire. Hein. Je veux dire, il y a un prof sain qui enseignait dans les trucs, dans le... Non, il n'enseignait pas, lui, il était stagiaire. Ah, il a dit, moi je ne veux pas continuer. Hein. Ouais, d'accord. Mais... Tu n'as pas idée de ce que c'était. Ils nous racontaient leur vie conjugale, leurs difficultés. Complètement taré. Moi, j'ai eu les appréciations d'une prof que je n'ai jamais eue. J'ai écrit, d'ailleurs, au responsable, j'avais écrit, j'avais dit, comment se fait-il que j'ai eu une appréciation négative, en plus, d'un prof que je n'ai jamais eu. Hein? Alors, non, mais c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Mais bon, moi, j'ai enseigné 1 an en classe de perfectionnement, enfin, pas perfectionnement, dans le 6e... Mais moi, j'ai dit au bout d'1 an, moi, je ne peux pas vivre avec, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai redemandé le primaire. Je n'étais pas faite pour m'occuper. Ils étaient charmants, les gosses. Ils s'en foutaient royalement. C'était, dans la Sarthe, là, c'était pour la plupart des gosses de paysans. Ils voyaient qu'une chose, c'est aller au boulot avec leurs parents, quoi. Bon. Et alors, tu en avais 1 ou 2. Alors, il y a un garçon, je me suis toujours demandé pourquoi on l'avait mis dans cette classe-là, parce qu'il était loin d'être bête. Seulement, il devait avoir un peu de problème parce que les parents avaient divorcé et que son père s'était remarié, il y avait eu un petit frère ou une petite sœur. Enfin, tu vois, je pense que il y avait eu des problèmes de cet ordre-là. Mais du point de vue intellectuel, il n'aurait jamais dû être là, cet enfant-là. Moi, je dis, je reste pas dans ce toi. Ah bon, donc ça c'était transitoire, histoire d'échapper à Nemours. Absolument. Et puis ensuite, intégration dans la Sarthe. Voilà, ensuite intégration dans la Sarthe. Et alors, donc pour récapituler, moi ce que je voudrais bien borner, maintenant c'est les dates exactes de l'excommunication, puisque c'est le faut chercher la date de notre mariage. Ça, on va trouver ça dans les papiers de ton père. La date du mariage civil. C'est à peu près mi-septembre, parce que la rentrée était faite. Donc c'est mi-septembre. Je ne sais plus exactement, moi. Mi-septembre 70 jusqu'à Noël pratiquement 71. D'accord. Mais alors pourquoi l'excommunication commence au mariage civil? Parce que promesse de célibat pour ton père, il est plus célibataire. Je pense que c'est ça. Sa promesse de célibat, il l'avait rompue avant le mariage civil. Je ne sais pas si c'est un peu ça, parce que ton évêque, quand ton père lui a dit qu'il voulait quitter pour se marier, l'évêque de Saint-Brieuc, lui a écrit, mais je ne sais pas si ton père a gardé la lettre, moi je n'ai pas fouillé dans ses affaires. L'évêque de Saint-Brieuc lui a dit qu'il n'était pas d'accord pour que ton père quitte le sacerdoce, mais l'évêque disait, on comprend bien, je comprends bien que vous puissiez avoir de temps en temps, enfin c'était pas dit comme ça, c'était mieux dit que ça, des faiblesses ou des choses comme ça, mais vraiment arriver au mariage. Alors j'avais dit à ton père, dis donc, l'image de la femme, pardon. Je constate que pour le père Gréal de Lyon, c'est exactement la même chose. Bon, 45 ans, ça n'a pas bougé. Hein. Bon. Et alors, donc l'évêque lui avait dit ça, donc il considérait, si tu veux, que c'était accidentel avant. Jusqu'au mariage civil, qui là est un engagement. Voilà.
Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on est considéré comme excommunié parce que il a rompu sa promesse de célibat. Oui, mais le mariage civil, ça n'est qu'une reconnaissance par la société civile d'un état de... Oui, mais de toute façon, le mariage civil, tu ne peux pas te marier religieusement si tu n'es pas marié civilement. Oui. Donc, je pense qu'il y a un lien. C'est officialiser une situation, Oui. le mariage civil. Là, c'était officialisé. Donc, en fait, tant qu'on est hypocrite, absolument, tout ça va bien, ça marche, tu n'es pas excommunié, mais dès que tu sors de l'hypocrisie... Absolument, mais il avait un copain... t'es excommunié. Il avait un copain... c'est du côté de Lanlou... pas Lanlou, attends, c'était du côté de pas Tréléverne, où donc Pierrot avait ses petites maisons, là. Tréléverne. Eh bien, c'était Tréléverne. Ouais. Il avait rencontré ce type-là, je peux te dire son nom, hein, il est mort depuis longtemps. François Ropart, s'il s'appelait. Oui, de la famille Ropart. Non, mais on l'avait rencontré comme ça, en promenade ou sur le bord de la mer, je ne me rappelle plus. Et alors, il avait dit à ton père, mais moi, je vis avec quelqu'un, mais c'est pas officialisé. Attends, lui, il était prêtre? Oui, il était prêtre, et il continue à être prêtre, et il a eu un grand enterrement avec tout ça. Hein. Oui, d'accord. Il a été enterré en tant que prêtre. Ah oui, il a été enterré. Et il vivait maritalement avec quelqu'un qui était officiellement sa caravassonne, comme ils appelaient. C'est-à-dire son aide. Sa gouvernante. Sa gouvernante. Voilà. Et c'était en Bretagne. Ah, c'était en Bretagne, je te dis, c'était du côté de Tréléverne. Alors, je ne sais pas si c'était Tréléverne même, mais c'était autour. Hein. On pourrait retrouver, c'était à l'époque, c'était tout au début quand on a été mariés, donc même dans les archives, on pourrait retrouver où était ce type-là. Mais moi, je l'ai entendu hein, quand il l'a dit. Il a dit à ton père, moi j'ai résolu le problème, je n'ai rien. Voilà. Et tu en as beaucoup, enfin tu en as beaucoup, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a qui n'ont jamais demandé le retour à l'état laïque. Oui. Et ce type-là, il avait des enfants ou pas? Non. C'est-à-dire qu'en plus, il pratiquait la contraception. Ah ben je ne sais pas, je sais pas quel âge il avait non plus. Hein. Ni elle non plus, je la connaissais pas elle. On a dû la croiser, mais elle n'est pas intervenue. Elle restait très discrète parce que évidemment, elle n'allait pas se présenter comme la maîtresse de. Oui. Donc et c'est lui qui avait dit à ton père parce qu'ils se connaissaient. Moi, je ne connaissais pas. C'est simplement, je sais son nom parce que ton père a dit s'appelle